propose qu'on commence ce webinaire, la découverte de l'IA. Donc je vais, donc pour ceux qui se seraient inscrits à cet atelier, depuis quelques jours ou quelques semaines, l'intervenant a changé, on reste toujours sur la même thématique, donc la découverte de l'IA et voilà, je vais proposer donc, tout de suite alors pour les questions, vous ne pourrez pas prendre les micros. En revanche, vous pouvez tous poser des questions sur le chat et au fil de l'eau, on répondra à vos questions. Voilà, donc ce webinaire est prévu pour à peu près 40, 45 minutes et je vous propose de commencer tout de suite. Est-ce que du coup, Constance, tu peux, présenter, la mêlée qui, s'est occupée, d'organiser, ce webinaire? Alors je ne vois plus Constance, peut-être que voilà. Constance, bonjour. Bonjour à tous. Merci Franck et merci à Doc pour l'organisation de cet événement. On est ravis, nous, à la mêlée, de pouvoir s'impliquer dans cet événement organisé du coup par Adoc en prenant la parole sur ce webinaire sur la découverte de l'intelligence artificielle, où on a mobilisé un de nos experts, un de nos adhérents à la mêlée, Taurus Action. Et je vais de suite lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter et vous présenter les contours de l'intelligence artificielle. Bon webinaire à tous. Bon, j'imagine que c'est à moi alors. Et bonjour à tous, je crois qu'on n'est pas trop nombreux, donc tant bien. Donc je crois que comme ça, on peut peut-être faire une petite connaissance entre nous pour que je puisse mieux comprendre qui est dans l'audience. Comme ça, je peux peut-être adapter mon exposé et pour que ça soit mieux adapté ou ça soit plus utile pour vous, voilà. Et donc, en fait, je ne sais pas si vous connaissez déjà l'entreprise Taurus Action, non? Personne ne connaît. Et c'est pas grave. On est une jeune entreprise, mais voilà, donc on a le site web ici qui s'appelle taurus.ai. On est là depuis presque 5 ans maintenant. Et disons que à partir de zéro, de rien, de 1000 euros de départ, on a une entreprise qui est maintenant petite mais assez sérieuse. Donc, on a 35 employés en France, sur Toulouse, et 40% des employés sont des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs. Et donc, on est très orienté recherche et développement. Et notre chiffre d'affaires, c'est plus de 3 millions par an. Et on a 4 directions, disons 4 groupes de R&D différents. Je vais vous expliquer un peu plus tard après. Mais donc, dedans, il y a un groupe sur la plateforme IA, c'est pour pouvoir répondre aux besoins des autres entreprises qui veulent développer ou co-développer l'IA, quoi. Donc, je vais retourner à ça après avec les démos live peut-être. Donc, maintenant, en fait, c'était un peu surprise pour moi d'être invité à cette mêlée. Et donc, j'imagine que, en fait, on me dit que les gens ici ne connaissent pas l'IA, mais j'y crois pas trop parce que tous les jours, on entend tellement parler de l'IA qu'on finit par avoir déjà quelques notions. Donc, je voudrais vous parler donc surtout comment on fabrique l'IA et quels sont les enjeux de l'IA, d'accord? Mais d'abord, pour rappeler qu'est-ce que l'IA peut faire. Donc en fait, disons que c'est, pour certaines personnes, ça peut être même déprimant parce que pour d'autres qui sont un peu plus positifs ou optimistes, c'est une très bonne nouvelle. C'est que l'IA, en fait, maintenant peut presque tout faire. En fait, ça risque de nous remplacer, quoi. Donc, IA peut faire quoi? Peut faire, disons, peut parler, peut chatter, peut rédiger des textes, des documents, des vidéos, faire des fake news, des fake machins là, enseigner aussi, recommander des choses très bien, vous consoler si vous êtes triste,
même faire des maths, même démontrer les théorèmes de maths. Voilà, et IA peut être devenir, disons, beaucoup mieux que nous dans beaucoup de domaines parce que IA n'a pas les mêmes contraintes que nous. Donc, la mémoire est presque illimitée. Nous, on a, même notre cerveau est très grand, hein, avec, je sais pas, 100 milliards de neurones à peu près, hein, un peu moins. L'IA peut dépasser largement notre cerveau parce que la mémoire est illimitée, etc. Et l'IA peut apprendre très vite parce que nous, on a juste un cerveau, l'IA peut avoir, disons, des centaines, des milliers de cerveaux qui apprennent en parallèle. Donc, du coup, dans presque tout le domaine, l'IA peut nous dépasser largement et très vite, mais heureusement, l'IA va rester toujours notre assistant. Nous, on va rester toujours le maître, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Ça c'est plutôt une bonne chose. Dans l'évolution, dans la révolution d'avant, c'était que industrielle, les gens avaient peur que les machines, comme les tracteurs, c'est pas les pelleteurs, machin là, vont remplacer les gens, vont voler les travaux, les jobs aux gens. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt positif. Les machines nous ont libérés des travaux, disons, lourds, trop lourds et ennuyeux et pénibles pour nous. Comme ça, on peut consacrer mieux notre temps aux choses qui nous plaisent mieux, quoi. Donc, je crois qu'on doit rester, on peut rester positif ou optimiste sur ce que l'IA va nous apporter dans le futur. Ça reste, ça va vraiment augmenter notre vie, pas nous remplacer, quoi. Donc, est-ce que c'est bon? Là, j'ai préparé quelques exemples concrets de ce que l'IA peut faire. Donc, pour le moment, ce ne sont pas les exemples blind. J'ai juste fait copier-coller quelques exemples. Et après, si on a le temps, je vais faire beaucoup de démos pour vous. Donc, en fait, une des directions la plus, disons que, tendance en mode en ce moment-là, la plus importante, ça s'appelle l'IA générative. Donc, vous avez forcément entendu parler des drames qui se passent avec OpenAI, non? Donc, ils ont viré le gars qui est le directeur général et maintenant, aujourd'hui, ils ont réinstallé le même gars. Donc, il est redevenu le directeur général, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, l'enjeu est super important. Et donc, tout ce qui est sur ce slide-là, c'est l'IA générative. Donc, vous avez votre chien bien-aimé et donc vous ne pouvez pas l'amener à Acropolis, hein, mais vous pouvez utiliser l'IA pour créer l'image de votre chien avec, voilà, à l'endroit que vous voulez qu'il soit, et même sans l'amenant physiquement à cet endroit-là, vous pouvez le mettre dans une Excusez-moi, petite maison jolie. Oui. je me permets parce que je crois que vous ne partagez pas l'écran, du coup, on ne voit pas votre présentation. Ah, excuse-moi, oui, Non, non, donc, désolé. pas de Non, souci. en fait, j'aurais dû le faire depuis un moment, mais oui, donc désolé. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? C'est parfait. Oui. Donc, en fait, là, déjà, l'écran précédent, c'est comme ça. D'accord? Donc, l'IA, c'est vraiment, c'est comme un génie qui peut tout faire. Donc, maintenant, vous voyez le chien sur la droite. Hein? Donc, en fait, ici, c'est une IA assez récente. Hein? Donc, vous prenez, disons, 2, 3, peut-être minimum 3 images de votre chien. Et là, après ça, vous pouvez créer n'importe quel type d'image avec votre chien. Donc, voilà, vous pouvez l'amener à Rome, par exemple. Ici, c'est un autre endroit. Virtuellement, hein? Et vous pouvez faire des photos comme ça de votre chien nageant comme ça, non? Sans qu'il sache comme ça plonger vraiment. Hein? Et voilà. Et vous pouvez faire beaucoup d'autres types de génération, même des œuvres d'art avec l'IA, bien sûr. Donc, votre chien peut devenir une peinture de Van Gogh, par exemple, etc. D'accord? Ou même peut devenir un hippopotame. Voilà. Ça fait très marrant.
Et donc, l'IA peut créer des œuvres vraiment très artistiques. IA peut faire des chats. En fait, le chat qui est à gauche, c'est le chat que nous, à Taurus, on a développé. On a un produit expérimental qui est un ami virtuel qui peut assister dans votre vie quotidienne pour le soutien psychologique, etc. Et vous lui posez n'importe quelle question, il va essayer toujours de vous donner des conseils ou des choses très positives. C'est pour monter votre morale à n'importe quel moment et puis donner aussi des conseils. C'est possible. Voilà. Donc, en fait, ce matin-là, j'ai juste testé le chat. Je l'appelle BIM, mais en fait, il ne s'appelle pas BIM, il s'appelle Amikiki. C'est le projet qui s'appelle Amikiki. BIM, c'est le chien. D'accord? Elle dit que voilà, bon, par exemple, donne-moi une blague. Et voilà. Mais le chat peut être en fait très utile pour toutes les entreprises. Je crois que, à part le soutien psychologique aux gens, mais le chat peut, voilà, c'est pour que tous les services après-vente, par exemple, ou pour expliquer ce qu'on fait aux autres, pour prendre les commandes, etc. Tout ça peut se faire maintenant par IA. D'accord? Donc, du coup, on peut dire que les gens qui font les services après-vente, ils risquent de disparaître, la majorité. Et parce que voilà, le chat, ici au milieu, en fait, on a fait un chat pour les docteurs en dermatologie. C'est-à-dire que l'IA peut répondre à presque n'importe quelle question en principe. Donc, il y a encore des bacs, etc. Mais pour les docteurs, pour les patients, sur la peau, de façon très détaillée, avec la description des maladies, avec les options de traitement, etc. Et donc, on peut imaginer qu'il y a peu, disons, que fait beaucoup de tâches très bien. Hein. Et puis, bien sûr, que dans ces domaines-là où IA peut remplacer, le nombre de jobs va diminuer, et puis les gens doivent, disons, apprendre des nouvelles choses, faire des autres choses, etc. Ça ne veut pas dire que les gens seront au chômage, ça veut dire simplement que notre mode de travail va changer. Et l'IA va nous libérer de certaines tâches, comme ça on a le temps pour apprendre des nouvelles choses, pour que nous consacrer à ce qu'on aime mieux. Quoi. Voilà. Il faut regarder ça de façon positive. Donc ici, encore une slide sur quelques exemples. Donc ça, c'est toujours la dermatologie parce que nous, on a un très programme, sur la dermatologie. C'est pour ça que j'ai pris quelques images. On fait d'autres choses aussi, d'accord? Donc l'IA peut détecter les maladies de la peau, par exemple. Il y a une maladie qui s'appelle mastocytosis. Je crois que peut-être il y a moins d'1% de gens dans le monde qui connaissent même ce mot-là, mastocytosis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le mot mastocytosis? Mais cette image, par contre, elle est assez typique de cette maladie-là. Et donc, quand on va voir, en fait, tout le monde a des problèmes de la peau de temps en temps, d'accord? Et puis d'autres problèmes respiratoires, par exemple, il y a 15% de gens dans le monde qui l'a. Mais détecter les problèmes, ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Et puis, si vous avez un problème, vous allez voir votre médecin traitant généraliste. Si vous avez un problème de la peau, par exemple, d'accord, plus de la moitié du temps, ou même la majorité du temps, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Hein? Il ne sait pas. Donc, il vous envoie simplement à quelqu'un d'autre. Et parce que oui, merci. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur le chat et comme ça je peux vous répondre. Un médecin généraliste, il connaît à peine peut-être 20 maladies différentes de la peau, la plus commune par exemple. Et même il peut se tromper même dans ces 20 maladies-là. Un expert en dermatologie, c'est un dermatologue, disons, expérimenté, là, il connaît à peu près 200-300 maladies de la peau. D'accord? Mais dans le monde, il y a plus de 7000 maladies peut-être de la peau différentes. C'est-à-dire que impossible de connaître toutes les maladies de la peau.
et quand on rencontre une maladie, très souvent, on se trompe dans le diagnostic et ça arrive très souvent. D'accord. Même les dermatologues, on a fait plusieurs tests cliniques comme ça qui montrent que même les dermatologues peuvent se tromper souvent pas. Et s'il vous donne disons, un traitement qui ne marche pas, il va essayer de vous donner un autre et puis un autre, et ça pousse jusqu'à ce que ça marche, et des fois ça ne marche jamais. Donc il y a des gens qui restent, disons, avec des maladies non diagnostiquées, non traitées, même pendant 10 ans, 15 ans, et il y a certaines maladies qui tuent vraiment, comme les cancers de la peau qui tuent, et les gens ne sont jamais diagnostiqués. Et grâce à l'IA, ça peut changer, parce que l'IA peut détecter, déjà l'IA peut apprendre beaucoup plus vite que nous. D'accord? Donc l'IA peut détecter beaucoup mieux. Et ça, c'est un développement très positif pour la santé, d'accord? Pour la peau, pour le cœur, pour le poumon, pour toutes sortes de problèmes en santé. L'IA va vraiment nous aider à mieux nous soigner. Donc voilà, donc, et ça c'est, j'ai parlé de la santé, mais en fait dans tous les domaines, comme pour le transport par exemple, bon maintenant, voilà, comme Tesla, d'accord, donc il y a des voitures qui sont presque autonomes maintenant, en fait c'est une vraie révolution aussi, ça rend notre vie beaucoup plus agréable, si on peut résoudre tous les problèmes de transport avec l'IA. Bon, on peut pas tout résoudre, mais ça nous aide à vraiment résoudre nos problèmes. Et je peux donner un petit exemple de transport, même en Occitanie, c'est le problème, ou en France, c'est le problème de transport médical. Donc, je crois que l'État paie chaque année plus de 6 milliards d'euros sur le transport médical. Si quelqu'un m'a donné ce chiffre, d'accord? Je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, c'est un chiffre très important. Et même si on peut économiser 10% sur ça, ça fait déjà des sommes importantes. Et quand on a regardé la façon dont les gens ont pris le transport médical, en ce moment, c'est pas efficace. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'économies qui peuvent être réalisées si on optimise un peu le processus. Et donc, et ça, c'est l'IA qui va nous aider avec ça. Donc, maintenant, l'impact de l'IA sur l'économie. Je ne sais pas si vous avez vu ces chiffres-là, mais l'impact sera vraiment énorme. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez les sources de ces chiffres, mais donc je n'ai pas mentionné les choses dans les slides. On dit que d'ici 2030, d'accord, donc la part de l'IA dans l'économie mondiale sera à peu près 15 000 milliards de dollars. D'accord? Et si on regarde la part de l'IA dans les économies des pays différents, en fait, le pays qui va bénéficier le plus de l'IA, c'est la Chine. La Chine, elle investit des montants fous dans l'IA, pas seulement dans l'IA, dans toutes sortes de technologies et de sciences. C'est la Chine qui fait le super collider ou machine physique le plus grand au monde, et puis le super antenne pour capter les signaux de l'espace, etc. Non, mais en fait, la Chine, elle peut rester, disons, dictatoriale, mais ce qu'elle fait pour l'économie, d'accord, il faut suivre l'exemple de la Chine. Vraiment, elle fait des choses très bien, elle devient super compétitive. Elle a dépassé les États-Unis en termes de GDP, etc. Facilement. Et maintenant, vous avez les G7 et puis vous avez les BRICS. Les BRICS ont un poids plus important que le G7 dans l'économie mondiale maintenant, n'est-ce pas? Et donc, la Chine, donc 25%, les États-Unis et les autres pays comme Corée, qui sont aussi très bien avancés, sont à 15% à peu près. C'est la part de l'IA dans l'économie. C'est important. Hein? Merci. Et puis, l'Europe et la France, c'est seulement à 10%. Si on croit
les prédictions. Et puis, il y a les pays, disons, du tiers monde seulement à 5%. Mais quand on regarde ces chiffres, la France, disons que moi je suis... ça me rend un peu triste, parce que la France est en train de perdre disons, sa compétitivité quoi, sur le plan mondial. On est vraiment en retard, donc il faut vraiment changer ça, d'accord? Si on continue ce qu'on fait jusqu'à maintenant de la même façon, on va de plus en plus perdre notre, disons, prestige ou notre niveau de compétitivité dans le monde, comme on a déjà perdu avec beaucoup de choses par ailleurs, d'accord? Donc, si on regarde les sociétés, les grandes sociétés, disons, en informatique, en technologie, en France, en fait, c'est pas très, disons que, rassurant ce qui se passe. D'accord. Et la raison principale, c'est le manque d'investissement, monsieur. Quand on investit mieux, on verra le résultat. Et ça, c'est pas maintenant, ça, c'est depuis des décennies qu'on investit moins bien que les autres pays, moins que les autres pays dans la technologie. Et si on regarde les universités, l'état des universités françaises, moi-même, je suis professeur de classe exceptionnelle, ça veut dire que voilà, je suis déjà au top par rapport aux autres. Et j'ai eu toujours le sentiment qu'on est très maltraité en tant que chercheur, professeur, enseignant-chercheur. Et si on compare nos, disons, salaires en France avec les autres voisins, ou la Chine, la Corée, les États-Unis, peu importe, les Français sont moins bien payés. Donc, et ça veut dire qu'on investit moins bien en France. Et ça, si on ne change pas ça, la France va continuer de perdre sa place. D'accord? Donc, c'est vraiment un problème pour nous. Bon, au niveau politique, quoi. Il faut que les politiques comprennent ça. Au niveau des petites sociétés comme la nôtre, on fait ce qu'on peut. Mais vous savez que pour lever des fonds, si on lève des fonds en Chine, en Corée, aux États-Unis, c'est 10 fois, disons, plus facile qu'en France. Hein. Et c'est pour ça que, en fait, nous, notre propre société est très petite. Hein. Quand on a eu besoin de lever des fonds pour développer l'IA pour la peau, par exemple, on a fait ça aux États-Unis. Mais après, si tout le monde fait ça aux États-Unis ou ailleurs, on perd nos IP, on perd notre contrôle des subventions. Donc, voilà. Ça, c'est un graphe très intéressant. AI Obus, c'est bon, c'est en anglais. Bon, c'est-à-dire que soit on fait l'IA, soit en quelque sorte on disparaît. D'accord? Et je ne sais pas si vous avez vu ce graphe-là, mais ça, c'est sur cette année de 2023, d'accord? De fin 2022 jusqu'à fin septembre. Donc, bien sûr que je n'ai pas pu prendre le dernier graphe, mais qu'est-ce que ça montre ici? Vous connaissez le SP500, c'est-à-dire c'est l'indice de la bourse, hein, sur les 500, disons, les plus grandes sociétés américaines. Et si on regarde l'ensemble, ça a gagné, disons, 13% pendant les 9 premiers mois de 2023. Mais si on enlève les 7 sociétés IA des États-Unis, on appelle ça les GAFAM, et puis NVIDIA, et puis Tesla. Donc Tesla, c'est vraiment très technologique. Hein. Tesla mange le repas des autres constructeurs de voitures, y compris Renault, Volkswagen, etc. D'accord? Parce qu'ils sont technologiquement beaucoup plus avancés. Y compris pour l'IA. Voilà. Et si on regarde les 500 moins les 7, c'est-à-dire que les 493 sociétés américaines, en fait, la performance est complètement zéro. Il n'y a pas de croissance. Bon, on parle de croissance boursière, mais en croissance, ça reflète aussi le sentiment de gens sur le futur de ces sociétés. Et si on regarde seulement les 7 sociétés IA, il y a une croissance de 50%. C'est-à-dire qu'on donne de plus en plus d'importance à l'IA. Donc, la conclusion est très simple. Il faut vraiment investir beaucoup dans l'IA. Et si vous avez investi dans NVIDIA, par exemple, peut-être vous avez déjà multiplié votre capital par 100 fois, peut-être, facilement.
Maintenant, pour ceux qui ont seulement entendu parler de l'IA, mais qui n'ont jamais vu comment on fabrique l'IA et pourquoi on a l'IA, etc. Donc, je voudrais vous dire que c'est pas sorcier du tout, d'accord? IA, c'est pas, on dit une boîte noire, etc., qui fait peur, mais en fait, chez nous, on fait l'IA, c'est notre pain quotidien. Il n'y a rien de sorcier dedans, d'accord? C'est très, en fait, c'est même assez simple d'expliquer, mais si les autres ont le temps pour écouter, pour regarder un peu comment on fait l'IA. Donc, pour comprendre ça, il faut peut-être comparer ce qu'on appelle les programmes ou les algorithmes IA ou les machines IA avec les trucs classiques, les algorithmes informatiques un peu classiques. Dans un programme informatique, logiciel, algorithme classique, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a pour chaque input, vous donnez, vous tapez, vous donnez quelque chose à votre machine, elle va vous générer un output, d'accord? Et ça, c'est à peu près déterministique, c'est-à-dire que pour chaque input, il y a un output, d'accord? Par contre, l'IA, c'est pas tout à fait comme ça. Ce qui change avec l'IA, c'est que à part les input et output comme avant, on a aussi un espace, on appelle ça l'espace de paramètres qui sont learnable, c'est-à-dire qui est possible d'apprendre des choses, qui sont capables d'apprendre des choses. C'est ça l'espace de paramètres modifiables en anglais learnable. D'accord? Donc, ce qui change, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, en mathématiques, on dirait une application de cet espace-là, produit de input avec paramètres dans output. D'accord? Et en fait, comment on fabrique l'IA? C'est très simple. D'abord, on construit ce qu'on appelle un cerveau artificiel ou un réseau neuronal artificiel. En fait, ce sont des formules mathématiques. D'accord? Donc, vous avez une fonction mathématique, une formule mathématique, mais dedans, vous avez des paramètres et que vous voulez vous essayez de changer ces paramètres. D'accord? Et comment on change? On change par l'apprentissage. C'est-à-dire que chaque fois, vous avez un input, vous avez output et vous comparez votre output avec ce que vous souhaitez. Et en fait, le output que vous obtenez n'est peut-être pas exactement ce que vous voulez. Du coup, il y a une différence. Et cette différence-là, vous mesurez cette différence, ça s'appelle une perte ou quelque chose. D'accord? Et à partir de ça, vous faites ce qu'on appelle le feedback. Vous dites à votre algorithme de changer les paramètres pour que la prochaine fois, le output ressemble mieux à ce que vous voulez. Et ça, c'est le processus d'apprentissage. Et en fait, ça, c'est vrai aussi pour les humains. On apprend par exemple, en essayant d'optimiser ce qu'on veut. D'accord? En fait, l'IA apprend presque de la même façon que les animaux ou les humains. Et si on compare l'IA avec les algorithmes classiques, c'est très similaire à la différence entre, disons, une plante et les animaux, d'accord, comme un chien, par exemple, qui peut apprendre. Donc, en fait, même les plantes, elles sont intelligentes, d'accord. Les plantes ont aussi les gènes, etc. Les plantes peuvent, disons, réagir au soleil, etc. Donc, on ne peut pas dire que les plantes ne sont pas intelligentes. Mais peut-être la capacité des plantes d'apprendre de nouvelles choses est très limitée. Donc, bien sûr, il y a la révolution génétique, etc., mais ça prend un temps court. Par contre, l'IA peut apprendre très vite. Et par ailleurs, dans les méthodes d'apprentissage de l'IA, il y a une méthode qui s'appelle aussi la méthode générique, c'est-à-dire que l'IA essaie d'évoluer génétiquement aussi. C'est-à-dire qu'en changeant les paramètres par ce qu'on appelle des mutations de façon un peu aléatoire. C'est bon? Donc, en fait, c'est pas du tout sorcier. C'est quelque chose qu'on fait, que les chercheurs font ça quotidiennement. Essayer de changer les paramètres pour mieux s'adapter. Et ça, c'est la même façon que les gens ou les animaux, ils apprennent. Et voilà. Et en fait, dans tout ça, il y a un rôle très important de mathématiques. D'accord? Parce que déjà, faire le design de ce qu'on appelle
le deep learning, le réseau neuronaux profond, et puis faire des algorithmes d'apprentissage pour que ça soit efficace, pour éviter tous les biais, etc., pour pouvoir détecter des choses de façon correcte. Donc, il y a beaucoup de masse derrière. Et, par exemple, chez nous, quand on recrute des gens, on préfère les gens qui vraiment qui sont forts en maths. Donc, en fait, c'est une formule, je crois, qui est tout à fait correcte. Hein. C'est-à-dire que si vous dites IA, si quelqu'un et votre société, il y a personne qui comprend les maths, IA sans les maths, c'est juste idiotie artificielle. Hein. Ça, c'est vrai. En fait, on a vu tellement d'IA qui sont tellement bêtes que voilà. En fait, c'est pas tout le monde peut dire IA, mais en fait, pas tout le monde sait vraiment fabriquer une IA qui marche bien vraiment. D'accord? Et la différence, c'est vraiment dans les compétences. Et je crois qu'il y a une grosse partie de ces compétences sont en mathématiques. Et quand on fait, par exemple, la dermatologie, encore une fois, il y a plein de concurrents. Hein. Dans chaque domaine intéressant, promettant, il y a plein de concurrents. Mais la plupart de ces concurrents-là vont fabriquer des IA qui ne marchent pas vraiment, d'accord, qui sont en fait qui sont vraiment mauvais, on peut dire. Et voilà. Disons que prétendre de fabriquer une IA, peut-être tout le monde peut prétendre, mais vraiment faire une IA qui est bien, ça c'est pas évident, d'accord. Et donc, avec les masses, IA devient le mot A, c'est pas artificiel, mais plutôt, on dit augmenter. Hein. Ça veut dire que ça augmente, ça peut augmenter l'intelligence, ça augmente notre intelligence. Et donc, en fait, l'année dernière, il y a un an, il y avait ce qu'on appelle les assises de mathématiques en France, et il y a presque un an, jour par jour, là. Et là, on a sorti ces chiffres. C'est-à-dire qu'en 2022, la part de l'économie française, hein, c'est en France, qui est directement impactée par mathématiques, maintenant, c'est très important. Les masses, ça donne un impact direct, vraiment, sur 18,5% de l'économie. Et déjà en 2007, on a calculé, on était arrivé à 15,5%. Déjà 15%, c'est pas mal. Hein? Mais ce qui est remarquable ici, c'est que ce chiffre a augmenté encore pas mal depuis quelques années. D'accord? Le rôle de mathématiques dans l'économie devient de plus en plus important. En fait, c'est vraiment très lié à l'IA. Mais par contre, si vous regardez le nombre de professeurs, c'est-à-dire les professeurs ici, y compris les professeurs secondaires, en masse en France, ça a diminué. Le programme de mathématiques dans les écoles a diminué et le niveau des étudiants à la fac beaucoup diminué. Et ça, c'est vraiment, ça peut devenir catastrophique pour c'est la cata, quoi. Après, si on a de moins en moins de gens qui sont bien en masse, les gens sont doués, c'est pas seulement pour la com, par exemple, mais si on ne comprend pas les masses, on peut pas rester compétitif dans le monde technologique. Parce que vous savez que avant, pour les grandes sociétés qui réussissent bien, il faut être un très bon businessman. Les fondateurs sont des super bons businessmen. Maintenant, vous regardez les fondateurs des plus grandes sociétés technologiques qui réussissent bien, comme Amazon, Google, Microsoft, machin. Tous les fondateurs de ces grandes sociétés-là sont des gens qui sont des big, des gens qui sont vraiment forts en technologie. Et après, ils cherchent des businessmen pour gérer, mais il faut vraiment avoir des fondateurs, des boîtes qui sont très forts en masse, en technologie. Et voilà. Et si je puisse vous faire un conseil, bon, nous, j'imagine qu'ici, on est tous des adultes ici, mais on a des enfants, etc. Il faut faire aimer les masses aux enfants. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires jusqu'à là?
Non? Bon. Mais voilà. Donc, je crois que ça, c'est une question qui intéresse tout le monde. Parce que, bon, bien sûr qu'on doit gagner notre vie, on doit devenir prospère, etc. Et surtout, notre travail doit être bien valorisé. Même si, comme c'était dans mon cas, j'étais professeur de classe exceptionnelle même à la fac, mais quand j'ai seulement un petit salaire par rapport à mes collègues à Singapour, par exemple. Bon, je suis moins heureux que si j'avais un peu plus de salaire. Et je crois que ce n'est pas seulement moi, mais je dis que c'est vrai pour tout le monde. On veut que notre travail paye le plus possible. On veut réussir financièrement parce que ça nous donne la liberté. En fait, on ne devient pas riche pour juste être riche, mais pour que ça nous donne la liberté de faire ce qu'on veut et de voir que ce qu'on fait est un impact, disons, positif le plus grand possible pour la société, etc. Et donc, comment on peut réussir à gagner avec l'IA, d'accord? Je crois que la première chose qu'on peut faire, et ça, tout le monde peut le faire, et toutes les sociétés, toutes les entreprises, je veux dire, peuvent le faire, c'est essayer d'adopter les outils d'IA, d'accord? Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup d'outils d'IA qui sont disponibles, qui coûtent quelque chose, mais qui sont beaucoup moins chers que si vous ne les adoptez pas. D'accord? C'est comme les programmeurs, vous savez, que les codeurs, quoi. Donc, avec ce qu'on appelle le copilote, etc., ils peuvent augmenter leur productivité par 2 fois, par exemple. D'accord? Donc, il faut adopter absolument tous les outils de chat, de copilote, de machine, même, en fait, peut-être vous êtes des entreprises, et si vous êtes des jeunes entreprises innovantes, peut-être, je sais pas, avec la recherche, vous avez le droit des choses comme le CIR, par exemple, d'accord? Bon, mais le CIR, donc, si on demande, disons, à une boîte de conseil de nous aider à réussir, ça nous coûte 5 à 10%, par exemple, de notre montant de CIR. Et je trouve ça pas efficace du tout. Le système que chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez faire appel à quelqu'un pour le conseil et ça vous coûte 5%, 10%. Mais en fait, c'est pas seulement le CIR, mais après, pour tous les autres étapes dans la chaîne comme ça, chaque fois, ça vous coûte comme ça. Et à la fin, le système économique n'est pas efficace si les pertes comme ça intermédiaires sont importantes. Et peut-être l'IA peut changer ça. Oui, donc quelqu'un a mentionné qu'on peut même créer des programmes entiers sans le codage, et ça c'est tout à fait vrai. Hein. Mais après, il faut vérifier que ça, il n'y a pas de bug dedans, etc. Et voilà. Donc, je crois que c'est une révolution inévitable, d'accord? Qu'il y a beaucoup de métiers qui vont complètement changer. Le métier de consultant, par exemple, ça va complètement changer. Conseiller financier, l'IA peut-être peut faire mieux que les conseillers financiers, là, pour les conseillers financiers. Donc, et puis, en fait, il y a beaucoup d'idées comment on peut gagner avec l'IA. Dans notre cas, propre boîte, on crée quelque chose qui peut servir à des millions de gens, d'accord? Mais faites attention, c'est pas évident de créer. Et si vous voulez créer quelque chose, mais vous n'avez pas une équipe adéquate pour créer, parce que vraiment, il faut une très bonne équipe pour créer quelque chose. Et comment vous pouvez faire pour, participer à cette prospérité-là, d'accord? Mais vous pouvez, par exemple, jouer votre rôle dans un écosystème IA. Donc, dans un écosystème IA, ce n'est pas seulement les gens qui créent l'IA, mais aussi il y a toutes sortes de choses, c'est comme les données, les machines, les outils, etc. D'accord? Ou vous pouvez co-créer avec une autre boîte, bon, peu importe quelle boîte, il faut bien choisir, bien sûr, mais en fait, c'est que vous faites appel aux experts et puis vous partagez ou recrutez et puis pour créer pour vous, co-créer, co-fonder quelque chose de nouveau. Ou à la limite, c'est simplement choisir des bonnes
entreprises IA pour investir financièrement. Et ça peut marcher aussi. Les gens qui ont investi dans des trucs comme, c'est pas, Microsoft, Google, etc., ils ont très bien gagné. Hein. Et à ce moment-là, il y a des milliers de nouvelles entreprises IA qui poussent dans le monde. Et je crois que il y a beaucoup qui vont faire faillite, bien sûr, parce que c'est la concurrence est rude, mais en total, la valeur totale de l'IA va tellement augmenter que si on investit bien, on va sûrement gagner dedans. Et voilà, donc j'ai fait déjà 40 minutes, je crois. Maintenant, est-ce que vous voulez voir quelques démos live? Oui, on peut tout à fait voir quelques démos, bien sûr. Voilà. Donc, pour vous montrer d'abord un peu sur notre boîte, au cas où vous pensez que ça peut vous intéresser, donc on s'appelle Taurus Action ou Taurus AI. Et on a 4 groupes, on fonctionne comme un labo de recherche, sauf que c'est privé. C'est comme CNRS si vous voulez, mais, ou INRIA, peu importe. Mais on est privé, donc on a besoin de gagner des chiffres d'affaires pour survivre. Et on a un projet qui a un grand succès en ce moment, qui s'appelle Skin AI, d'accord? Mais en quelque sorte, la commercialisation se fait plutôt aux États-Unis, donc pour des raisons que j'avais évoquées. On a une direction très importante qui s'appelle les filtres adaptatifs, qui utilisent IA aussi, bien sûr. Et c'est pour des choses comme le GPS, par exemple, géolocalisation, mais aussi pour les robots agricoles, et puis même pour les marchés financiers, c'est pour détecter les tendances économiques, etc. Donc, on a un incubateur qui fait des nouveaux projets, comme pour l'analyse des maladies, par exemple, pulmonaires, qui concerne, par exemple, plus de 10% des gens dans le monde, etc., la vie virtuelle. Et peut-être pour les collègues qui sont dans les petites entreprises, c'est la 4e direction qui vous intéresse le plus, c'est la plateforme IA. En fait, on a investi pas mal dedans pour construire une plateforme, ça veut dire une boîte à outils, d'accord, pour pouvoir développer l'IA de façon plus rapide, plus efficace. Et dedans, il y a toutes sortes de choses, comme par exemple gestion de données, voilà, annotation de données, apprentissage sur le cloud, et puis faire les applications mobiles aussi, c'est qui vient avec. D'accord? Et donc, ça c'est notre société, on est à 35 personnes en ce moment, 80% sont des chercheurs et ingénieurs. Et donc, qu'est-ce que je peux vous montrer comme démo? Attendez. Donc, c'est un chat, d'accord? On peut, en fait, c'est similaire à ChatGPT, d'accord? Peut-être vous connaissez un peu ChatGPT déjà, mais c'est pour vous montrer qu'on peut personnaliser, on peut customiser le chat pour satisfaire nos propres besoins pour chaque société. Et dans notre cas ici, c'est un programme APA. En fait, c'est un outil pour soutenir disons que notre psychologie, quoi. Et c'est un ami qui nous soutient. Donc, si vous voulez envoyer à ce chat n'importe quoi, et, le chat va vous répondre, d'accord? Ou vous pouvez taper, vous voyez l'adresse ici, shaquiz.tolo.ai/amikiki, d'accord? Bon, on peut taper n'importe quoi. Et donc, en fait, ça vous donne, c'est en langue vietnamien. En fait, le chat peut vous répondre dans n'importe quelle langue, en principe. Hein. Mais disons que, on peut dire que non, on n'aime pas cette langue-là. Par exemple, je peux poser n'importe quelle question et bien sûr que le chat va essayer de me dire des choses positives. D'accord? Je lui ai demandé,
comment c'était mon séminaire. Et le chat dit, oh, c'était super, c'était apprécié. D'accord. Donc, c'est dit que le but, c'est de toujours remonter le moral. D'accord. Et je peux lui donner des conseils, par exemple. D'accord. Et donc, le chat va me donner des conseils. Et si je n'aime pas, je dis, voilà, changement, etc. Donc, voilà, c'est le chat. Bon, et puis, ça peut donner des blagues aussi, etc. Mais par contre, si vous voulez des chats, disons que spécifiques à votre domaine de business, d'accord? Là, on peut construire ça. Ça, on a fait ça. C'est un chat qu'on a fait pour la dermatologie. C'est-à-dire que vous tapez n'importe quelle maladie et le chat va vous donner une description très détaillée de cette maladie-là. D'accord? Vous tapez, par exemple, c'est HSV, c'est le R simplex, donc là, ça vous donne comme ça. Mais pourquoi on a fait ça? Parce qu'on crée une base de données médicale, d'accord? À partir de ça, on fait l'interaction entre l'IA et le docteur, etc. Et le problème avec le GPT en ce moment-là, ça peut halluciner, d'accord? C'est-à-dire que ça peut dire n'importe quoi. Et puis, ça peut dire des bêtises, mais avec une confidence énorme que si vous ne savez pas que c'est faux, alors vous pouvez croire à votre IA que c'est vrai, mais en fait, c'est faux. Donc, du coup ça, c'est un danger principal du chat, c'est que ça peut donner des informations très, très fausses. Pour éviter ça, il faut faire des restrictions de chat et faire de sorte pour que ça ne puisse pas raconter n'importe quoi. Ça, c'est important c'est pour ça qu'il faut customiser le chat. Et ce qu'on fait pour la dermatologie. Et donc je fais peut-être juste un autre démo, mais après. Donc, en fait, ça, c'est pour la peau. On a pas mal de modules IA différents pour la peau, mais le module le plus simple, c'est pour détecter toutes sortes de maladies. Hein. Et si on met n'importe quelle image ici, on peut mettre plusieurs images ensemble, d'accord? Et donc, je vais essayer pour voir si ça marche. Ça, c'est une version en production, c'est-à-dire que c'est une version qui est déjà utilisée par les docteurs. Ici, c'est juste le site démo, mais sinon, on a l'application qui marche sur le phone, d'accord? Et ça donne, par exemple, ça c'est la teigne. La teigne, c'est ici sur le bras voyez. Et la teigne de type, on dit Ringworm. Ça, en fait, ça, c'est vrai. Et ici, ça donne ce qu'on appelle Alopecia areata, d'accord? Mais une fois qu'on fait l'IA, il faut améliorer l'IA tout le temps. C'est-à-dire que c'est comme les autres boîtes informatiques, quoi. Tous les ans, ils sortent une nouvelle version qui est mieux que la précédente. Et donc, ici, c'est juste pour vous montrer l'évolution de notre propre IA. On a la version en production et on a la nouvelle version qui n'est pas encore sortie, mais qui est. D'accord? Par exemple, est-ce que cette image-là vous dit quelque chose? En fait, ce n'est pas la peau, mais c'est l'oreille. C'est à l'intérieur de l'oreille, on appelle ça c'est l'oreille au milieu, quoi. Et donc, avant, l'IA ne savait pas qu'est-ce que c'est. Donc, du coup, elle va dire que ça ressemble à un œil. Donc, savoir que cette partie-là, ça ressemble un peu à un œil, quoi. Mais bon, c'est bien que pour les humains, c'est fort. On voit clairement que c'est faux, c'est pas un œil. Mais comme l'IA ne savait pas qu'est-ce que c'est, elle essaie toujours de dire quelque chose, d'accord, qui est peut-être le plus proche possible à la vérité. C'est quelque chose qui ressemble le plus possible, d'accord? Donc l'IA, la version précédente, quand elle rencontre cette image, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est, c'est peut-être un œil, d'accord? Bien sûr que ce n'est pas vrai, mais une fois que l'IA a vu des images similaires, elle dit que, oh non, en fait, c'est dans l'oreille. Hein?
et puis elle va essayer de vous dire que quelqu'un sur une maladie. Donc en fait, ça c'est la maladie qui est vraie, d'accord? Ça s'appelle le otitis media acute. Et oui, d'accord? Voilà, donc c'est pour vous montrer que l'IA évolue. Donc ce que vous voyez en ce moment-là, peut-être l'année prochaine, ça, dans quelques mois, on ne sait pas, ça change complètement. Les nouvelles versions seront encore beaucoup mieux que les versions actuelles. Et il faut toujours rester voilà, comme ça, au courant et puis à jour des choses, quoi, si on veut rester compétitif. Et je crois que voilà, j'ai déjà parlé trop et maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît. Donc, je vais peut-être stopper l'écran. Hein. Et, bon, sauf si vous voulez tester le démo. Déjà, il a l'adresse. Hein. Cette adresse, vous pouvez tester. Hein. Voilà. C'est bon? Donc, je vais stopper l'écran. Je le stopperai pour la vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si, Constance, tu veux nous rejoindre? Merci beaucoup pour cet exposé, hein. C'était, vraiment l'objet, c'était de vous montrer un peu, voilà, un panorama un peu à 360 des problématiques de l'IA. Donc, je pense que l'exercice est réussi, Constance. Pas oublié oui, super, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci pour l'organisation et la place du coup de la mêlée dans ces webinaires. Merci beaucoup, professeur, pour tout ce que vous avez présenté aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention et merci pour le temps d'adaptation. Du coup, je vous propose pour ceux qui se sont inscrits aux autres webinaires, donc il y a un webinaire par heure. Vous pouvez voir le programme sur l'événement. Et puis n'hésitez pas à prendre des rendez-vous aussi, hein. Vous pouvez avoir des rendez-vous en bilatéral, soit pour le B2Field, soit pour le Business Maker. L'objectif, voilà, c'est de vous amener le maximum de ressources humaines pour pouvoir faire les bonnes décisions dans votre stratégie digitale. Voilà, Constant, je propose qu'on puisse conclure. Je vais arrêter l'enregistrement. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Encore une fois, merci beaucoup. Bon, merci et voilà, à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci beaucoup. Merci.